Brandon Meg à Planète Radio, ça nous mène à 7h23, lendemain de budget fédéral, veille de budget provincial. On a une grosse semaine. Là. Vraiment, oui. Je vais vous dire, il y a des gens parmi nous ce matin qui allons sortir nos calculatrices comme jamais. Oui. Heureusement, on a moins besoin de se casser la tête quand on a un intervenant comme notre prochain invité pour nous vulgariser le budget Bill Morneau. Il est fiscaliste chez Raymond Chabot Grant Thornton. Olivier Levac, bien le bonjour. Bon matin. Gros déficit hier, cadeau saupoudré à gauche, à droite. C'est les premières réactions qui fusent face à ce budget-là. Comment toi, tu le reçois, ce dernier budget, avant l'élection d'octobre? Oui, mais c'est un budget qui est assez électoral, mais par contre, sans éclat énorme. Ce qu'on retient, c'est vraiment le fait qu'on est à déficit, encore une fois, alors qu'en 2015, lorsque les libéraux sont arrivés au pouvoir, ils ont dit en 2019, nous serons à l'équilibre budgétaire. Bon, c'est une promesse qu'ils ont effectivement pas tenue. 19,8 milliards de déficit cette fois-ci. Certains s'attendent à ce que ça aille moins creux que ça. Est-ce que tu es surpris, toi, à 19,8 pour ce budget? 19,8 milliards de déficit? À 19,8, c'est ce qu'on avait annoncé à la mise à jour économique, quand on s'était parlé au mois de novembre. Mm-hmm. Donc, c'est le déficit auquel on s'attendait. Par contre, c'est important de mentionner, ça a l'air d'un déficit qui est très important, mais il faut dire aux auditeurs que c'est le déficit, la situation du Canada est excellente. Hein, c'est la meilleure du G7 actuellement. La croissance économique est bonne. Donc, c'est pas nécessairement mauvais d'aller faire un déficit. Je vous dis pas que c'est bon non plus. Il y a deux écoles de pensée. Parce qu'advenant une récession économique demain matin, il faut s'attendre à quoi? Est-ce que le déficit va monter à 50 milliards? Est-ce qu'on va être capable de le surmonter? C'est des choses qu'on ne sait pas. Mm-hmm. C'est sûr que la situation économique actuelle fait que c'est bien parce que le Canada a une bonne situation. La dette est à 30% du PIB. C'est pas dangereux, 30% du PIB. À 70%, ce serait dangereux. Donc, on peut emprunter à des faibles taux, ce qui est pas une mauvaise chose en soi. Donc, s'il arrive une récession, c'est sûr que le Canada est en situation plus précaire, par contre. Pourquoi maintenant ce nouveau déficit de 19,8 milliards? Qu'est-ce qu'on fait avec ces milliards de dollars-là? Ben, il y a entre autres 5 milliards de nouvelles dépenses qui ont été annoncées dans le budget hier. Si on regarde la clientèle visée, au niveau des aînés, donc on a augmenté l'exemption de revenus de travail avant de perdre le supplément de revenus garanti. Donc, avant, la barre était à 3 500. Elle est maintenant montée à 5 000 pour l'exemption complète. Et puis, sur le 10 000 subséquent, c'est à 50 % qu'on va perdre le supplément de revenus garanti. Ça, en soi, c'est une bonne chose pour les aînés qui avaient un travail à temps partiel et qui voulaient ne pas perdre le supplément de revenus garanti. Et on s'entend que si tu touches le supplément de revenus garanti, tu ne vis pas riche, hein? Effectivement, anciennement, sur les anciennes mesures, donc la perte du supplément de revenu garanti était à 18 000 $ pour une personne célibataire et on pense à peu près que cette nouvelle mesure-là va amener un gain d'à peu près 4 000 $, donc à peu près 22 000 $ avant de commencer à perdre le supplément de revenu garanti. D'accord. Autre fait saillant, selon toi? Autre fait saillant, ce qui m'a marqué un petit peu hier, c'est le nouveau crédit canadien pour la formation. Donc, on sait qu'on est en pénurie de main-d'œuvre, et puis le gouvernement du Canada a pris les mesures nécessaires pour venir combler cette pénurie-là un petit peu. Donc, le Crédit canadien pour la formation, c'est quoi? C'est un compte théorique qui va s'accumuler à chaque année, 250 $ dans ce compte-là, avec un maximum de 5 000 $ qui va être atteint dans ce compte-là, sans que ça vous coûte un sou. Ce compte-là va servir lorsque un particulier entre 25 et 64 ans va vouloir retourner aux études. Donc, si ça lui coûte 1 500 $ en frais de scolarité et qu'on a 1 000 $ dans le compte de formation, le crédit va le compte va pouvoir absorber 50 % des frais de scolarité. Donc, dans ce cas-ci, 750 $. Donc, c'est sûr que ce compte-là sera pas rentable dès 2020 parce qu'il va y avoir juste 250 $ dedans. Mais dans 4-5 ans, c'est quelque chose qui va pouvoir être rentable. C'est un modèle qui a été instauré à Singapour et sur lequel le Canada s'est basé. Donc, ça, en soi, c'est une bonne chose. Le Canada l'a en plus bonifié en ajoutant des prestations de soutien à l'assurance-emploi. Donc, un employé qui va vouloir aller aux études va pouvoir avoir 4 semaines de travail en congé, entre guillemets, dans lequel il va pouvoir toucher l'assurance-emploi à la hauteur de 55 % de son salaire.
Donc, ça, en soi, c'est une bonne chose pour la formation. Okay. Je voyais l'augmentation aussi de cotisation au REER. On parle de 35 000 $ maintenant pour l'achat d'une première propriété. Ça peut être intéressant pour les gens qui auront réussi à mettre ça dans leur REER. Ben, c'est ça, c'est un petit peu une mesure qui est en deux temps, celle-là. Elle est aussi sous deux volets. Donc, on regarde au point de vue du RAP, donc le régime d'accès à la propriété. Le plafond a effectivement été haussé de 25 à 35 000. Encore faut-il avoir les sommes dans son REER pour être capable de les sortir. Mm-hmm. Ce qu'on entendait hier le plus souvent des économistes, c'est aujourd'hui, les milléniaux qui sont un petit peu plus visés par cette mesure-là ont beaucoup plus tendance à sortir le REER pour arriver à la fin du mois que de prévoir de s'acheter une maison. Mm. L'autre partie qui est beaucoup plus intéressante, c'est le prêt participatif de la SCHL. Donc, la Société canadienne d'hypothèque et du logement va participer et va vous aider à acheter une maison. À la hauteur de 5 %, c'est une habitation existante et de 10 % c'est une habitation neuve. C'est aucun versement mensuel qui va être exigé par la personne qui va avoir ce prêt-là sur sa maison. C'est un remboursement soit quand on a la liquidité ou soit à la vente de la maison. Ce qui est important, par contre, c'est que je vous ai mentionné que c'est un prêt participatif de la SCHL. Donc, la SCHL, à la revente de la maison, va participer au profit et également aux pertes. OK. Donc, c'est intéressant, autant pour la personne qui a besoin pour acheter la maison, mais aussi pour la SCHL. Mm-hmm. C'est probablement un programme qui va être capable de s'autofinancer. Puis de toute façon, le but, on s'entend, c'est d'aider à diminuer les coûts liés à l'hypothèque à tous les mois pour permettre aux particuliers d'arriver un petit peu plus facilement. Olivier, il ne reste pas beaucoup de temps. Une chose que moi je surveillais, c'est quelle aide on allait apporter, entre autres, aux producteurs laitiers, les producteurs de volailles aussi, pour essayer de les compenser là vis-à-vis les surtaxes qui leur ont été imposées. J'ai vu passer, je crois, 2,15 milliards de dollars là-dessus. Comment tu interprètes cette aide-là au budget? Mais cette aide-là est super intéressante, en fait. Donc, on parle effectivement de 2,15 milliards de disponibles pour compenser les pertes causées par les accords commerciaux. Et puis de 1,5 milliard qui va être un programme créé pour la garantie de valeur des quotas. Donc, grosso modo, 3,15 milliards qui ont été amenés pour compenser les producteurs de lait et les producteurs agricoles. Par contre, il faut comprendre que c'est à la grandeur du Canada. Donc, est-ce que ça compense tout? Est-ce que ça compense en partie? Bon, ce sera à voir. Est-ce qu'il va y avoir d'autres choses à ajouter? On ne sait pas, mais au moins, c'est un début de bonne nouvelle. Ouais. On rappelle qu'il y aura des élections en octobre prochain, donc il fallait pas s'attendre à ce qu'on se serre la ceinture tout d'un coup puis qu'on demande des sacrifices à tout le monde. Dans ce contexte-là, si tu avais à donner une note sur 10 à Bill Morneau, ce serait combien? S'il fallait que je donne une note sur 10, probablement je irais avec un 5 maximum parce que de ce que je vois du budget hier, c'est beaucoup d'annonces floues qui mettent la table sur les élections d'octobre prochain et qui lancent surtout le défi au Parti conservateur de se faire élire tout en ne promettant pas l'équilibre budgétaire qui amènerait des compressions sur les dépenses énormes. Parce que beaucoup de choses qui ont été annoncées hier ne se réaliseront jamais si les libéraux se font battre en octobre prochain. Voilà, c'est surtout ça qui a été annoncé hier. Eh mon Dieu. Grosse semaine demain, c'est au tour d'Éric Girard de déposer son premier budget pour la CAQ. Tu vas suivre ça avec intérêt, puis on va s'en reparler vendredi. Oui, on prend la direction de Québec vers midi et on se reparle de vendredi matin une fois que j'aurai assisté au huis clos. Un gros merci Olivier, passe une excellente journée puis à vendredi. Merci à vous aussi. Au revoir. Olivier Lévesque, qui est fiscaliste chez Raymond Chabot Grant Thornton, nous a aidé à mieux comprendre ce qu'il y avait dans ce budget Morneau. Lauriane, dans un instant, qu'est-ce qu'on trouve